Facebook, on a 10 secondes de générique. Bonjour à vous tous qui nous regardez, j'espère que vous avez passé un très bon été. Notre rythme de 48 échos redémarre après cette interlude. Et donc je suis très heureux aujourd'hui d'être à Florac, entouré par des gens, et vous verrez au cours de cette émission, qui représentent l'attractivité du territoire. Des entreprises que nous avons choisies parce qu'elles sont porteuses de sens et parce qu'elles concourent au rayonnement du département de la Lozère. Mais avant d'arriver à ces entreprises-là, tout seigneur, tout honneur, ceux qui nous invitent aujourd'hui, c'est la communauté de communes Causse-Gorge-Cévennes. Et je salue Henri, qui est un ami, qui est président de cette communauté de communes, qui a une lourde tâche. Et il nous dira pourquoi, parce que ce territoire, il est très très particulier. Et je voudrais le saluer, lui dire bonjour, et puis te remercier pour le cadre que tu nous proposes. Parce que tu vas en parler, c'est le nouveau cadre dans lequel la communauté de communes va évoluer. Mais ce que je souhaiterais, c'est que, très rapidement quand même, tu nous dises deux mots de ce grand territoire. Bien, merci Thierry, et merci d'avoir choisi Florac pour venir. Alors, la communauté de communes Gorge-Causse-Cévennes, c'est la fusion de 3 communautés de communes en 2017. Et donc, nous avons un territoire, nous sommes en territoire la plus grosse communauté de communes de Lozère, puisque nous avons 907 km². Donc ça fait un joli territoire pour 7200 habitants. Donc je vous le dis, si vous voulez venir vous installer chez nous, vous êtes les bienvenus. Alors c'est où chez nous, Florac? Alors chez nous, ça part, pour faire au niveau géographique, ça part de l'Égoal, ça va jusqu'au Mont-Lozère, ça va sur les gorges du Tarn, ça remonte la vallée de la Jonte et ça fait 2 vallées cévenoles. Donc on va faire les grosses villes, enfin les gros villages, donc Florac, Merweis, Saint-Inimy, Saint-Inimy, Ispagnac, et après bien entendu, et tout ça, ça entoure la perle de la communauté de communes, c'est le Causse Méjean. Voilà, donc c'est notre île à nous. Voilà. Et c'est vrai qu'au niveau de l'attractivité, comme tu disais tout à l'heure, on a essayé à la communauté de communes, en prenant la compétence économique, d'être réactif. Alors on n'a pas été réactif pour tout le monde, parce que les communautés de communes, c'est assez lent dans le mouvement. Maintenant, c'est vrai que les gens qui ont déjà des projets qui sont bien ficelés et qui ont besoin d'une réactivité rapide, c'est difficile. On n'est pas dans le mouvement. Il n'empêche que quand on prend le projet au départ et que l'on peut que l'on accompagne ces projets, on arrive à avoir, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'effet levier financier. Donc pour les projets, les gens et beaucoup de personnes qui sont venues, depuis 2020, on a aidé 8 entreprises. Alors vous allez me dire 8 entreprises, c'est pas gros, mais 8 entreprises pour la communauté de communes Gorge-Causse-Cévennes, c'est joli. Et on va si on parle sous, si on parle argent, si la communauté de communes met 1 euro, on a fait une convention avec le département qui met 1 euro, donc même égalité là-dessus. Et après, ça ouvre sur les crédits régionaux qui, eux, par contre, sont beaucoup plus conséquents. Donc c'est vrai que là, c'est cet effet de levier qui est important pour nos entreprises. Et puis nous avons décidé ensemble de signer un partenariat. Complètement. Et donc, c'est vraiment main dans la main qu'on accompagne tout ce monde économique. Moi je rajouterais une chose, parce que forcément j'ai un attachement un peu particulier à ce territoire. Je dirais que cette communauté de communes, c'est la rencontre du calcaire, du schiste et du granit. Et c'est à peu près, je crois, une des rares communautés de communes, Henri, qui a cette richesse. Et derrière, ça veut dire beaucoup de choses, parce que calcaire, c'est une histoire, granit, ça en est une autre, le schiste, bien sûr, et voilà, c'est porteur de sens tout ça.
On a un territoire magnifique. Hein. Bon, je suis chauvin, mais il faut reconnaître qu'on a un territoire magnifique. Bon, on a la destination phare, les Gorges du Tarn. Première destination, alors c'est pas parce que c'est chez nous, mais c'est la première destination au niveau touristique quand quelqu'un vient en Lozère. Voilà, il va aux Gorges du Tarn. Après, il rayonne, mais il va voir les Gorges du Tarn. Et c'est là où il apprend que les Gorges du Tarn sont en Lozère. Parce que c'est vrai que c'est difficile. Quand on a la Gorge du Tarn, des fois, on se dit, est-ce que c'est dans le Tarn, est-ce que c'est ailleurs? Donc on a quand même, nous, comité de communes, on a 70% des Gorges du Tarn qui sont sur notre territoire. Et je ne te cache pas que quand je suis dans un taxi parisien, l'évocation du mot, situe déjà où est le territoire de Lozère. Ouais. C'est clair. Et puis après, on a des mots porteurs. On a Cévennes, qui est un mot porteur. Là, c'est sûr. C'est important. Et comme tu disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est ce mélange entre les Cossonards, les gens de la vallée, les gens du Mont-Lozère et les Cévenols. Alors je le dis parce qu'on nous l'a dit et que ce n'était pas un scoop, on nous a dit que votre comité de communes, elle ne marchera jamais parce qu'il y a trop de différences entre les gens. À première vue, on ne s'est toujours pas tué, on est toujours là, on fait des choses et puis on est content de ce qu'on fait et on essaye bien sûr de s'améliorer chaque fois. Et quand on peut aider, eh bien on est là pour aider. Une communauté de communes, c'est fait pour ça. Hein. On est beaucoup plus intelligent quand on est 5 ou 6 autour de la table que tout seul. Donc il faut absolument qu'on continue dans cette optique et ce partenariat que nous avons avec toi. Mais tu me fais la transition en parlant des Cévennes avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe Blanchet, pas assez connu, je dirais. Pourtant là, depuis pas mal de temps, Cévennes Évasion, fondateur, créateur de Cévennes Évasion. Cévennes Évasion, c'est une entreprise, mais qui a de multiples métiers, de multiples facettes, qui concourent à l'attractivité du territoire. Tu vas nous dire comment. Et puis qui a une actu très particulière, puisque il y a eu un investissement quand même très fort pour de nouveaux locaux. Mais je te laisse développer, parce que qui mieux pour parler de Cévennes Évasion que toi? Bon, je vais développer alors, merci. Ouais. C'est vrai qu'à l'origine, quand on s'est installé là avec mon collègue Bertrand Leloup, on était parti pour vraiment avoir une activité de guidage sport nature. Hein. Donc on emmenait des gens à droite à gauche, se balader sous terre, dans les airs, etc. etc. C'est vraiment l'activité d'origine de l'entreprise. Le sport aussi. Oui, voilà. Le sport, hein, voilà. L'escalade, tout ça. Donc c'est vraiment l'activité d'origine en 1995. Notre projet, c'était aussi de s'installer ici. Et on s'est quand même assez rapidement aperçu que, parce qu'on nous l'avait un peu dit aussi au début, mais bon, voilà, on voulait le voir par nous-mêmes, que vivre purement de produits touristiques, de prestations de services, c'était quand même compliqué, même s'il y avait des scolaires. S'installer ici, ça nécessitait quand même un minimum pour vivre tous les mois et tout. Et donc, on a commencé rapidement à créer des activités, on va dire, qui sont parallèles, mais toujours sur le même thème, donc le sport, la nature, la hauteur. Et puis, petit à petit, on a rajouté des activités, une agence de voyage, de la vente de matériel technique, des travaux sur corde, parce que naturellement, comme on a quand même une formation on est habitué à circuler sur les cordes, on s'est mis à faire des travaux, donc voilà, ça a nécessité que, c'est vrai, on aille aussi à l'extérieur du département, hein. C'est ce qu'on fait toujours, hein. On fait pas mal de constructions, de passerelles pour des sentiers, de via ferrata, d'accrobranche, et en fait on s'exporte à l'extérieur du département, même si on a quand même quelques beaux projets ici, comme la via ferrata de Florac, ou voilà. Tu as combien de salariés ? Comment ? Combien tu as de collaborateurs ? Alors là, maintenant, on est une équipe permanente de 10 personnes. Et puis en été, l'équipe grossit un peu, puisqu'on gère l'acrobranche de Florac aussi. Donc on est 12, 13. Mais il y a parfois des périodes où on fait aussi appel à du personnel en plus de nous. Souvent au printemps, parce que en fait, pour nous, c'est une saison de travaux assez importante à partir du mois de février. Parce que les accrobranches, les via ferrata, il faut finir pour que tout soit prêt pour l'été, alors dans toutes les régions touristiques. Hein. Donc on arrive à monter à 15, 16, voilà. En équivalent temps plein, il faudrait faire le calcul, mais bon voilà.
ça et fait... Donc, un nouvel investissement qui te conduit à avoir un outil tout neuf pour Oui. Accueillir et pas loin d'ici. Tout à fait, juste derrière, voilà. Effectivement, en 2018, on s'est quand même posé la question du devenir de l'entreprise. On voyait les activités et on était vraiment à l'étroit. On voulait rester en centre-ville parce qu'on avait des bureaux, des locaux techniques, un atelier, mais c'était très dispersé. Et puis, malgré tout ça, on s'est aperçu qu'on était vraiment à l'étroit, quoi. Et on ne travaillait pas dans de bonnes conditions pour les livraisons, surtout pour la partie travaux, hein, pour les livraisons. Et même, je dirais, pour les gens qui venaient en activité l'été, je ne sais pas si vous avez fréquenté la place Boyer à 9h, on mettait un bazar pas possible avec les voitures des clients, etc. Donc voilà. Et puis, comme on a fait pas mal de travaux sur l'Acrobranche, là, ça faisait un peu un pôle, on va dire, Cévennes Évasion ici. On a tout regroupé ici, enfin là-bas. Voilà, on a investi donc à peu près 400 000 € dans un bâtiment qui fait 250 mètres carrés. Qui est dans la zone d'activité. Voilà, dans la nouvelle zone d'activité économique. On a acheté la dernière parcelle, voilà, on a construit en bois. Enfin, c'est un peu aussi notre vitrine, hein, de savoir-faire. Et voilà. Et pour ça, on a été aidé. On doit faire partie des 8 entreprises, alors, oui. Monsieur le Président, voilà, qui ont été aidés par la Comcom, le département, la région. Et d'ailleurs, quand il dit qu'ils ont acheté le dernier lot, c'était à la communauté de communes, puisque la zone d'activité est régie par la communauté de communes. Oui, je crois que oui, c'est ça. Voilà. Merci Philippe. La parole à Vincent, qui lui aussi est en plein mode projet. Alors Vincent, c'est Vincent Pralon, le FEDU, on ne présente plus. Oui. Voilà, c'est clair. C'est une entreprise qui, on dirait, sur plusieurs générations maintenant, la 3e, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Et tu as communiqué il y a peu de temps sur un nouvel investissement qui va être, fort. Et je te laisse en parler. Qui marque une étape. Merci pour l'invitation. Ça fait énormément plaisir de pouvoir parler du monde des entreprises à Florac, puisque le sud de Lozère, il y a une activité économique importante. Elle est des fois un peu confidentielle, mais elle mérite d'être mise un peu en lumière. Et là, c'est une formidable occasion qui nous est offerte. Donc, merci d'avoir pu prendre cette initiative. Donc, la fromagerie Le Fédou, oui, la 3e génération, je représente la 3e génération, un projet qui a été initié par les grands-parents et qui a été énormément développé par Florence Pralon, donc ma maman, et qui est encore aujourd'hui à la tête de l'entreprise. On a donc aujourd'hui une projection d'activité qui tend à se développer, mais l'objectif d'investissement, il n'est pas de faire doubler ou tripler l'activité, il est de continuer de suivre l'accompagnement, la croissance normale d'une vie, et avec un investissement qui est conséquent et qui a pour but 2 principaux. Le premier, ça va être de donner du confort et un espace de travail normal aux salariés, voilà. Et le deuxième, ça va être de développer une part de notre activité qui démarre tout juste, qui est la partie fromage bio, donc que l'on va pouvoir développer avec ce nouvel investissement, voilà. Et avec des producteurs qui sont sur le COS Méjean. Qui sont principalement sur le COS Méjean, bien sûr. L'histoire du Fédou, c'est avant tout l'histoire d'une filière, puisque l'ADN du Fédou, c'est de valoriser une production locale de qualité, le lait de brebis, qu'on fait sur le Méjean depuis des siècles quasiment, qui a façonné le paysage. L'élevage ovin en Sud-Lozère, comme d'autres choses, a façonné tout à fait le territoire. Et donc, on s'est donné comme défi de valoriser cette production de manière locale et le plus directe possible. Donc aujourd'hui, on transforme le lait d'une dizaine d'éleveurs de brebis sur le territoire, avec l'objectif de pouvoir accueillir d'autres éleveurs, évidemment, s'ils se retrouvent dans les valeurs de l'entreprise. Alors, je pensais que la recherche-développement, c'était réservé à quelques entreprises industrielles, mais visiblement, il y en a chez toi. Et c'est fou ce que dans le fromage, la recherche-développement, elle a de l'importance, parce qu'au début, on est parti sur une monoproduction de mémoire, le fameux fromage historique que l'on connaît encore. Mais maintenant, il y en a plusieurs pour des goûts différents, pour des destinations différentes.
et ça bouge tout le temps. Il y en a plus de 18 différents aujourd'hui, avec, comme beaucoup d'histoires aussi de la vie, des fromages qu'on faisait à une époque et qu'on ne fait plus aujourd'hui, des fromages qu'on faisait traditionnellement et qu'on fait toujours, le Pérail notamment, qui est en train de peut-être avancer sur un signe de reconnaissance qualité avec tout le bassin de production du Pérail du côté de Millau. Avec des fromages originaux du type Clauso, donc notre pâte molle cerclée d'épicéa. C'est vrai que le lait offre cette chance à partir d'une même matière première, quelques éléments changés ici ou là, et on a un résultat final qui peut être très différent au final. Donc ça offre beaucoup de créativité aux fromagers, et quand le résultat plaît et plaît à nos clients, et bien évidemment qu'on ne se prive pas de pouvoir le partager avec un maximum d'amateurs de fromage. Le Clauso, je vous dis, c'est à tomber par terre. C'est devenu notre produit phare aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et un Clauso avec un Cabridel, c'est le top. Hein. Ça se marie très bien. Elisabeth Boyer, voilà la transition, forcément. Donc, domaine des Cabridel, on connaît. Je ne sais pas depuis quand ça existe, mais c'est une histoire récente quand même. Oui. Alors nous, on n'est pas issus de plusieurs générations, hein, puisqu'on est né en 2006 et on a recréé un vignoble dans les gorges du Tarn. Donc, on a recréé le vin en Lozère. On a recréé, voilà. Alors, non, moi, pas toute seule. Donc. Oui, pas seule. Et d'ailleurs, je dois remercier justement les collectivités, notamment la communauté de communes sur lequel la communauté de communes a eu son premier projet en 2007, puisqu'elle a réhabilité la cave de vinification. Et nous, en 2006, si on est ici, c'est aussi grâce aux collectivités qui ont permis notre installation, parce que recréer, c'était pas aussi facile que ça. Nous, tout seuls, on n'y serait jamais arrivé. Donc oui, merci aux collectivités, parce que voilà, je pense qu'on a réussi à créer quelque chose qui tient la route maintenant. Elle est venue comment, l'idée ? Alors l'idée, elle est venue d'une histoire de comptoir. Donc c'est des élus d'Hispania qui étaient en train de boire un coup au café et qui se sont dit tiens, ça serait bien de pouvoir boire un petit vin local comme il se faisait autrefois. Et dans cette conversation, il y avait une jeune dame qui avait fait des études d'énologie et qui a dit oui, ça serait possible. Et de là est partie l'idée, avec une étude de faisabilité et un premier projet qui a vu le jour en 2003. Et par la suite, ce projet a été repris par le CIVOM Grand Site des Gorges, qui nous a installés dans les gorges. Voilà. Et la production aujourd'hui, elle se consomme où ? Alors la production, elle se consomme principalement sur la Lozère et sur le quart nord-ouest de la France, puisqu'on a beaucoup de tourisme du quart nord-ouest de la France et des gens qui sont bien amateurs. Par contre, nous, notre production, elle est essentiellement vendue à 95% sur la Lozère. Donc on s'exporte très très peu. On parle des cépages en 2 minutes, en 1 minute. Cépages, oui, on en a 6 différents. Chardonnay, Sauvignon en blanc. Et en rouge, on est sur du Pinot Noir, de la Syrah, du Marselan et du Gamaret. Voilà. Donc, pareil, comme pour le fromage, on arrive à faire une gamme de 10 produits différents. Et c'est vrai qu'on a une possibilité de diversification encore à venir et d'évolution encore à venir. Oui. Et puis les temps qui changent, les chaleurs qui arrivent, on va dire plus fortes, ça rend ce territoire encore plus pertinent pour certains cépages, en tout cas pour vous. Tout à fait, oui. Là, on est sur le long terme. Hein. On est sur du long terme et il y a un avenir, oui. Il y a un avenir sur la Lozère en vigne, oui. Ça, c'est évident. D'ailleurs, je pense que ça fait 2-3 ans qu'on voit passer beaucoup de gens qui viennent à la cave et qui nous disent « Ah, mais nous, on aimerait bien s'installer ici en vigne. » Et d'ailleurs, il y a 2 projets qui vont se monter en vigne sur le secteur. C'est bien. Ouais. C'est bien, plusieurs hectares de vignes. Et en fait, Henri, petite confidence là pour tout le monde,
J'avais un grand-père floracois, maraîcher, il faisait son vin, mais il n'était pas seul. Il y avait beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de gens qui faisaient leur propre vin sur les coteaux de Florac. Alors ça faisait pas quelque chose de formidable. C'est pas le même. Hein. C'est pas le même, je sais. Mais c'est dire que dans les temps que nous n'avons pas connus, il y avait du vin. Si on remonte à Milan, oui. on était... Mais après, c'était du vin qui était adapté à la consommation, aux besoins. Voilà. C'était du vin qu'on pouvait boire tranquillement, hein, parce qu'il n'était pas titré énormément. Par contre, des fois, il fallait s'accrocher un peu pour le boire. Paraît-il. Oui. Alors, on va alterner juste une dernière question, peut-être pour Philippe et Vincent. Alors, Vincent, tu es maire également. C'est ça, oui. Voilà. C'est peut-être un petit peu... Enfin, ça fait des journées, j'imagine, chargées. Maire de Hurs-la-Parade, la commune d'Hurs-la-Parade. On parle souvent de certaines difficultés pour attirer du personnel. Voilà. Je sais qu'il y a des soucis de personnel. On a beaucoup embauché. Je l'évoquerai bientôt dans des conférences de presse à venir. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait que tu t'adresses vers un élu en disant il faut ça? Logement, l'attractivité, elle passe par quoi, Vincent puis Philippe, dans ce territoire? Il y a 3 leviers importants pour accueillir des nouveaux salariés dans l'entreprise. Et en fait, les points cardinaux en fait, du recrutement, ça va être les compétences, parce que dans les entreprises, on a besoin de personnes qualifiées. Alors ça, il y a plusieurs moyens pour les obtenir. Soit on recrute directement des personnes qui ont les compétences, mais c'est rare. Soit on recrute des gens motivés et on peut les former. Et c'est le deuxième levier, la motivation, parce que il faut deux aspects pour pouvoir venir ici. Il faut un métier qui plaît et il faut avoir envie et se plaire de vivre dans le sud de Lozère. Donc ça, c'est un point qui est évidemment pas toujours évident à maîtriser. Et le troisième, ça va être le logement. Donc pour pouvoir accueillir dignement des personnes, pour pouvoir vivre à proximité d'un lieu de travail. Alors, avec les coûts de déplacement aujourd'hui, le logement est à proximité de l'entreprise est d'autant plus cardinal. Tout à fait, oui. Avec des mesures qui ont été prises, alors là ça empiète sur 2 communautés de communes, mais une opération qui est menée par le PETR, le pôle d'équilibre des territoires ruraux Sud-Lozère, qui est à cheval sur les 2 communautés de communes, Gorge-Causse-Cévennes et Cévennes-Mont-Lozère, qui a proposé aux communes de pouvoir participer à une opération d'achat de vélos à assistance électrique et de permettre de mettre ces vélos en location pour remplacer la voiture sur le trajet domicile-travail. Donc c'est quelque chose qu'on a fait sur la commune d'Hurs-la-Parade et on a déjà des vélos en location typiquement pour la destination qui leur est dévolue. Donc c'est vraiment tous ces aspects-là qu'il faut et l'enjeu il est à l'échelle d'une collectivité. On peut imaginer jouer sur la partie formation pour essayer d'attirer au travers des formations, parler des métiers qu'il peut y avoir dans le territoire. Mais le levier le plus efficace, ça va être évidemment de pouvoir agir sur les logements. Alors, la Chambre de commerce, elle forme dans certains métiers, notamment ceux du commerce, à travers Purple. Mais Henri, est-ce que tu penses que sur la formation sur le territoire, on peut aller plus loin? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ensemble pour satisfaire nos entrepreneurs en termes de compétences? De la formation, il en faut toujours. Il y en a déjà. Oui, il y en a. Il y en a, mais je crois que d'abord, la première chose à faire, c'est de demander à tous ces entrepreneurs, à tous ces gens qui sont dans l'économie et qui font tourner économiquement le territoire, ce qu'ils pensent, eux, et ce qu'ils voudraient en formation. Parce qu'on peut être autour d'une table et avoir de très bonnes idées, mais si ça ne colle pas au terrain, quelque part, ça ne sert pas à grand-chose. Et on met de l'argent. Aujourd'hui, l'argent est rare et difficile. Hein. Donc, il faut qu'on soit au plus près et il faut qu'on soit vraiment des accompagnateurs. Moi, j'ai toujours la même chose. Je dis toujours la même chose depuis longtemps et c'est dommage pour le territoire. Je dis ici, on est un territoire qui n'a pas trop d'argent, mais par contre, on est un territoire innovant. Alors j'aimerais plus le dire bon, mais on a de l'argent, il n'y a pas de problème. Il n'empêche que c'est pas parce que tu as de l'argent que tu n'es pas innovant. Il faut que tu sois innovant et de par la qualité des prestations et des gens qui s'installent chez nous. Alors des fois, il faut bien le dire, moi en tant qu'élu, des fois, je vois arriver des projets et je dis, oui,
va peut-être falloir qu'on regarde. Bon. Et puis... un peu circonspect, quoi. Hein? Oui, et puis mais regarde, heureusement... Elisabeth, elle le dit. Un projet, des fois, ça naît au comptoir. C'est pas toujours réfléchi. Alors après notre projet, au départ, on nous a pris aussi pour des fous. Hein. Ouais. Donc, c'est parce qu'il y a de la folie chez nous, des fois, que les projets marchent. Je pense que Philippe, au départ, c'est pas réfléchi. Voilà, mais bon, en plus de l'idée de départ et tout ça, en fait, je trouve que en fait, on pourrait faire un effort sur l'accompagnement des projets des entrepreneurs aussi. Hein. Je le vois à travers l'expérience du bâtiment. En fait, c'est quand même compliqué quand c'est pas notre métier de monter des dossiers, d'aller chercher les aides à l'immobilier, de faire une maîtrise d'œuvre parce que on veut économiser un peu sur les frais d'architecte, hein, voilà. Et puis voilà, donc je trouve que à ce niveau-là, on pourrait progresser, oui. Et puis je crois beaucoup aussi moi à la mutualisation des moyens. Notamment, je vous donne un exemple. Par exemple, sur les technologies de communication, on parle de Facebook, là, voilà. Nous, à Seven Innovation, on n'y connaît rien. Alors, on a essayé de faire un minimum, hein. Mais si à un moment donné, on avait quelqu'un dans le coin embauché qui travaille sur plusieurs entreprises, hein, je suis là vraiment dans le domaine de l'idée, et qui puisse intervenir pour conseiller ou faire, je crois qu'on appelle ça un community manager, mais voilà. Je verrai aussi des interventions des soutiens et des mutualisations à ce niveau de compétence, en fait. Dans l'entreprise, on est très individualiste. Moi, je le dis là. Oui, c'est sûr. On n'a pas le réflexe, on a le nez dans le guidon, hein, et on n'a pas toujours le réflexe de dire tiens Vincent, tiens Philippe, Elisabeth, etc. C'est comme ça. Il n'en demeure pas moins que la communauté de communes, Henri, avec David Beniakou, vous avez recruté un collaborateur, Thomas Rivet, qui a justement comme objectif de créer et de fédérer un petit peu. Donc tu peux en parler 2 secondes avant qu'on change d'entreprise, parce que je vois le temps tourner, mais c'est important ce que dit Philippe. On a un vrai besoin grégaire entre chefs d'entreprise. C'est une très bonne initiative, je trouve. Oui. Et on ne le fait pas. Bon, Julien qui est à côté, lui aussi, il communique, mais des fois on est un petit peu seul, et on peut mutualiser des moyens. Ils sont à un niveau en fait où ils peuvent déjà en interne avoir des gens compétents à ce niveau-là, mais pour la plupart des entreprises ici, on n'est que 10, 12, voire moins. Voilà, on aurait ce besoin. Non, mais il est vrai que par rapport à des programmes sur lesquels nous sommes, comme par exemple Petite Ville de demain, hein, où on a 4 lauréats sur la communauté de communes, il y a 17 communes. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait 17 communes sur la communauté de communes. Et donc on a 4 communes sur les 17 communes qui sont lauréates donc, de Petite Ville de demain. Donc c'est pour faire du travail en interne par rapport à ce que veulent les élus, mais aussi la population des communes, et qu'on puisse donc améliorer tout ça. Et c'est vrai qu'on avait la possibilité aussi de pouvoir recruter un manager de commerce. Donc on l'a fait. Il est en place. Je crois que là-dessus, il n'y a rien à dire. Il fait son travail. Et il a amené des idées que certains n'avaient pas pensé. Et c'est normal, puisque, comme tu disais, les gens sont le nez dans le guidon, et puis quelquefois, un rien peut changer quelque chose qui était embêtant ou qui était difficile, et un rien, parce qu'il y a un regard extérieur. Le mieux, c'est d'avoir ce regard extérieur de quelqu'un qui a une grosse envie de vouloir travailler pour le territoire. Vous avez des grosses envies de mettre votre territoire en valeur, et ça, c'est extraordinaire. Et on a la chance de vous avoir sur le territoire. Hein. Je ne me représente à rien, hein, donc je ne suis pas en campagne politique. Donc, non, mais c'est important pour que ce territoire, qui, comme je disais tout à l'heure, 907 km², vous vous rendez compte ce que c'est 907 km? C'est énorme. C'est énorme. Eh bien, tu as raison aussi de dire que peut-être que chez nous, on a peut-être honte de montrer c'est pas qu'on a honte, ou on a peur de montrer les réussites qu'on a. Ben, je crois qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on dise, écoutez, ici, c'est aussi bien qu'ailleurs, même c'est mieux. Et donc, si vous voulez venir, venez.
Et on vous accompagnera, on fera le maximum pour vous accompagner. Bien sûr, il ne faut pas croire, hein, on ne rase pas gratis tous les jours. Hein. Ce n'est pas Noël tous les jours, ça c'est clair. Mais il faut qu'on ait un discours qui soit vrai et qui ait du sens et qui aussi soit un discours qui porte des fruits. Et par rapport à vous, qui êtes nos ambassadeurs, quelque part. Donc, et les gens qui vont venir tout à l'heure, ce sont nos ambassadeurs du territoire. Il n'y a que comme ça qu'on peut gagner. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut gagner. Un dernier mot, Elisabeth. Pardon. Non, juste, je voulais souligner, il y a des très beaux exemples de réussite, justement, de gens qui sont venus, qui ont fait le pas. Ah, il y en a qui ne sont pas là, bien sûr. qui ont développé une activité, pour certains, une activité innovante, pour d'autres, une activité en lien avec le plus profond du territoire. Et il y a vraiment un territoire de beaucoup de possibles sur le sud de Lozère. Oui, mais dans différents métiers. Je voulais inviter David Arrojo qui lui rayonne sur plusieurs départements et qui a beaucoup de salariés. On aurait pu inviter aussi Bernard Chapelle. Il y a des réussites sur ce territoire, c'est magique. Et on en parle peu. Qui aurait cru qu'on est aujourd'hui à Florac quelqu'un qui fait des jeans et qui est internationalement connu et qui marche du feu de Dieu. Bon, il ne peut pas être là ce soir avec nous, mais quand il est venu nous voir et il nous a dit je veux reprendre l'affaire familiale alors qu'il était cadre dans une entreprise et que ça marchait très bien pour lui, il faut quand même ce petit grain de folie pour le faire. Et il a bien eu raison. Mais il faut ce grain de folie. Tout le monde ne l'a pas, heureusement, parce que sinon il y aurait peut-être pléthore. Mais bon, quelque part, ce sont des gens quand même qui ont le grain de folie, mais de l'autre côté, ils ont les pieds bien sur terre et ils ont regardé quand même avant ce qui pouvait arriver et comment ils... Alors, des fois, ça va plus vite que prévu, des fois, ça va un peu moins vite, mais il n'empêche qu'au bout du bout, ce sont des sociétés qui marchent bien. Philippe, Elisabeth, avant de nous quitter, un dernier mot sur d'abord l'attractivité et la saison touristique, comment vous l'avez vu? Parce qu'il y a ceux qui disent un peu moins, un peu plus, etc. Alors pour moi, la saison touristique s'est bien passée. Après, quand je parle de saison touristique, je ne m'arrête pas au mois de juillet et d'août. Je prends l'avant et l'après parce que pour nous, cet avant-après est particulièrement intéressant et important. Et alors certes, on a vu un déclin, notamment, moi je l'ai vu personnellement par rapport à mes livraisons sur la restauration, mais il n'empêche qu'on a bien travaillé. Donc franchement, il n'y a pas de quoi se plaindre. Et puis ça continue. Et ça continue. Et souvent, voilà, le mois de septembre-octobre, on a de superbes arrière-saisons et elles sont propices. Optimiste pour l'avenir? Oui, bien sûr. Donc, oui, même analyse. En fait, on a vécu 2 années folles. L'été 2020, l'été 2021, surtout les étés. Moi, j'avais jamais vu ça en termes de fréquentation sur notre activité, et je pense un peu aussi sur les autres. Complet. Oui. Et on est revenu à 2019, donc voilà, avec un mois de juillet assez timide quand même. Et en fait, on est dans la même configuration pour moi qu'avant le Covid, quoi. Et on me dit des Hollandais, des Allemands qui sont revenus. Oui. Ça, c'est positif. Qui commencent à revenir. Voilà. Après 2 années Covid, qu'on les avait perdus, par contre. Oui, tout à fait. Mais il y avait un transfert sur les Français qui ne partaient pas. Et je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de monde qui partait à l'étranger. Mais bon. Donc voilà, on continue sur une courbe tout à fait positive, sans... Bon vent à vous. Oui. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et merci. Très heureux de vous avoir, comme il dit Henri, ambassadeur de ce territoire de 907 km². On retiendra ce chiffre de cette interview. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe à de nouveaux invités. Tu restes avec nous, Vincent, pour une question qui a trait plus au Cosméjean. Le Cosméjean, c'est un territoire particulier. Alors là, on parle souvent d'un nombre d'habitants au kilomètre carré. Donc la vie, c'est des kilomètres. Voilà. Comment on organise, là c'est en tant que maire, une vie sociale sur un territoire aussi grand que ça? Alors la particularité du Cosméjean et ce qui facilite grandement
l'activité de maire, c'est qu'il y a des gens qui habitent là et qui sont pétris par ce territoire et qui du coup ont une capacité à s'organiser socialement de façon solidaire, de façon cohérente et constructive et bienveillante, qui fait que il y a finalement plein de petits trésors à découvrir dans cette grande île que tu citais tout à l'heure très poétiquement. Avec des petits hameaux effectivement répartis de partout, mais des gens qui se connaissent, qui vivent ensemble. Alors je ne vais pas cacher qu'il y a des fois quelques petits grains de sable dans les rouages, mais la vie s'organise de façon paisible et bienveillante. Et là aussi, c'est une terre de possible. Il y a sur la commune quelques installations récentes qui sont très encourageantes. Une personne qui fait de la poterie, un architecte, des développements dans l'agriculture, des développements dans l'artisanat. Donc voilà, c'est chouette de pouvoir partager toute cette dynamique. Deux nouveaux invités. Thomas Cazenave, Brasserie de la Jonte. Bonsoir. On connaît, mais il faut en parler encore pour le connaître plus. Et Aurélien Doucière, Brody Bonsoir. Fauqui. Une histoire de famille qui est née à Meyreuil. Oui. Donc, bienvenue à vous deux. Voilà, très heureux de vous avoir sur le 48 Éco. Alors, je commence par toi. Brasserie de la Jonte, une histoire plus récente que le Fédou. Mais c'est une histoire qui, en termes de nombre de salariés, ça monte en flèche, là. Ça devient une industrie. Allez, parle-nous-en. Vous êtes deux. Hein? Oui, alors on est deux, donc Jean-N, mon associé, et moi-même. On a du coup démarré l'aventure en 2013, donc ça va faire 10 ans l'année prochaine. Et maintenant, on est 11 à travailler Voilà, on a envie de dire bravo, tout simplement. C'est bien. Merci. Et on est en plus dans un village incertain. Hein, oui, c'est sûr qu'on est situé sur la commune de Catuzière, où il y a 46 habitants à l'année, et une brasserie. Oh, l'idée, elle est née comment pour vous deux? Au comptoir aussi, non? Non, pas au comptoir. Les choses de la vie. Au début, on a voulu monter une brasserie plutôt pour s'amuser. Et on voulait faire quand même les choses bien, et du coup ça a marché, et au fur et à mesure on s'est adapté à la demande, donc on a construit plus de machines pour fabriquer plus de bières. En 2018, on a construit un bâtiment de 340 mètres carrés pour installer du nouveau matériel et des bureaux. Et du coup, on a toujours augmenté la production, et maintenant, en 2022, on a stabilisé la production, c'est ce qu'on voulait faire, donc autour de 5000 hectolitres. Et on a combien de bières? On oscille entre 20 et 30 bières différentes. On a une grande créativité, alors c'est très intéressant, et à la fois très compliqué à gérer pour les stocks, pour les clients, pour qu'ils s'adaptent. Mais bon, au moins ça nous fait rire, et puis ça nous fait avancer et progresser. Ouais, vous prenez ça tranquille, quoi. Hein, c'est une histoire de copains au départ. Au départ, ouais. Maintenant, c'est un petit peu moins tranquille, quoi. Moins tranquille. Alors, j'imagine qu'il faut une force commerciale aussi, maintenant. Alors, au début, c'était plutôt la qualité du produit qui nous faisait connaître. Et maintenant, le marché il est quand même plus sous tension. Il y a plus de brasseries. La qualité globale des bières s'améliore. Et du coup, maintenant, il faut avoir des forces de commerce plus importantes. Du coup, on a embauché un commercial qui développe qui met en place des réseaux de vente, des choses comme ça. C'est intéressant, c'est nouveau pour nous, parce qu'on n'avait pas l'habitude jusqu'à maintenant. On refusait systématiquement les clients. Et maintenant, on s'adapte. Voilà, c'est un nouveau projet. Bon, mais là, Henri, on est entre Florac et Meyreuil. Donc, on est au cœur de la communauté de communes. Et une brasserie, on en a à Saint-Chély, on en a à Mende, on en a dans la Jonte, c'est bien. Tout à fait. Et donc, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. C'est un de mes regrets.
la brasserie, puisque quand ils sont venus nous voir en 2000, quand ils voulaient faire leur bâtiment, on venait de créer, par la fusion, notre communauté de communes, la grosse communauté de communes, et on n'était pas dans le timing. Et c'est vrai qu'on leur a dit assez rapidement, et c'est tant mieux, ils ont réussi, tout le monde en est très fier, et il n'y a pas de problème là-dessus, mais voilà, c'est un de mes regrets, de ne pas avoir pu accompagner vous l'avez fait par vous-même le bâtiment. Les 340 mètres carrés construits, c'est vous qui l'avez porté financièrement. Non, bien sûr que non. On a eu une aide de la communauté de communes, le département, la région. Oui, et on les a ressollicités. Voilà, pas la hauteur qui était au départ demandée. Oui, bon, après on s'est débrouillé. Ouais. Et là, on reconstruit un plus gros bâtiment. De nouveaux projets. De 1200 mètres carrés. Du coup, on va pas faire un concours. Et voilà. Et du coup, là, on a aussi été aidé. Et donc, c'est en construction pour une inauguration l'année prochaine, j'espère. Moi, je pense qu'ils cachent son ambition. Parce qu'ils ont vraiment un gros potentiel. Bravo. Allez, Brody Floki maintenant. Là, on est à Méreis. Voilà. Alors, c'est probablement. On est toujours dans le même coin, là, tu vois. Oui. Pas loin, ouais. 2 km à vol d'oiseau des brasseurs. Ouais. On est voisins. Là, on est sur une entreprise familiale qui existe depuis longtemps. Mais je trouve par rapport à d'autres, qu'on communique moins. Et pourtant, vous êtes sur des métiers de support et ça marche fort. C'est ça. À travers, c'est ça. une famille qui bosse ensemble. Voilà, on bosse ensemble en famille. On est en ce moment 7. On a été 5 pendant 2-3 ans là, avant et on va essayer de garder 6-7. Ça devrait le faire. Allez, alors, il faut expliquer à ceux qui nous regardent, Brody Floki, on fait quoi? Alors, Brody Floki, on fait quoi? On fait du marquage textile. Vincent porte une veste qu'on y a fait. Les brasseurs. Voilà, KWZ aussi. KWZ aussi qui est. Voilà. Alors, nous, on a attaqué au début un site internet de cadeaux naissance pour les naissances enfants, peignoirs de bain et serviettes. Et donc, du coup, ça marchait bien, mais on était toujours 2-3. Donc, du coup, pour se remplacer en famille à 2-3, c'est un peu compliqué. Donc, on a essayé de développer et on s'est visé un peu plus sur l'industriel, du coup. On fait broderie, sérigraphie et on a investi petit à petit et on s'est agrandi. Et on est combien à travailler là Là, en ce moment, on est 7. Donc, on a toujours 2 personnes tout le temps pour le site internet, pour les cadeaux. Et après, là, on a beaucoup développé. En fait, on travaille en sous-traitance. C'est-à-dire que c'est d'autres entreprises hors Lozère ou en Lozère. On fait de la broderie pour eux, de la sérigraphie. Parce que, c'est bête à dire, mais en Lozère, nous, notre métier, si on veut être nombreux, on a vite fait le tour, en fait. On fait des séries de 2000, 3000 pièces. Et en Lozère, les marchés ne sont pas non plus faits pour faire des grosses séries. Donc on a trouvé ce système d'envoyer dans toute la France, de trouver des bons partenaires, voilà, un peu partout. Donc, voilà une entreprise qui rayonne aussi à l'extérieur du département et qui fait connaître la Lozère. Et c'est ça. On a besoin naturellement voilà. de ces entreprises qui sont naturellement, sans le vouloir forcément, d'ambassadeurs. Parce que le mot Lozère, on l'a au quotidien, voilà. Quand on est à Paris, quand on est... C'est ce que tu fais. On a beaucoup, par exemple, travaillé à Paris pour des événements culinaires. Alors c'était des grands restaurateurs, pas étoilés mais pas loin. On leur faisait des tabliers de cuisine quand ils faisaient des séminaires. Donc on a brodé pour Lacoste, pour Dior... des choses, on travaille beaucoup avec Julien. Une fois, Julien est venu à l'atelier, il a vu qu'on brodait pour Dior. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? On fait un fond de merveille, vous brodez pour... Voilà, on a un bon partenariat avec Julien aussi, depuis le début. C'est même lui qui m'a donné cette idée de sous-traitance parce qu'il cherchait une entreprise locale pour broder. Et du coup, ça s'est fait de fil en aiguille. On a développé d'autres clients sur Mende. Et après, quand l'idée est là et que la demande est là, surtout... Aurillac, Montpellier, Nîmes. Tu fais aussi des supports plastiques? Alors, on fait principalement, on est plutôt dans le textile. Donc, broderie, sérigraphie, après ça parle pas à tout le monde, mais tout ce qui est marquage en fait. Et après, on a développé les mugs aussi. Les mugs, on a une bonne capacité pour en faire. Pareil, pour toutes les petites boutiques dans le coin, voilà, qu'on fait des commandes pour eux. Et après, c'est quoi, vous avez plutôt support plastique? Support de communication, les goodies par exemple. Ouais, alors
on est resté un peu dans cette idée de tout faire. Et tous ces goodies, on va pas se mentir, c'est pas que ça baisse, mais il y en a pas beaucoup qui sont faits en France. Donc nous, on est resté vraiment dans l'envie de marquer vraiment. Pas de commander, je sais pas moi, en Pologne ou en Chine et le faire revenir ici. Nous, on préfère le faire nous-mêmes. Donc des fois, ça peut nous pénaliser parce qu'on perd du chiffre d'affaires sur ces dossiers-là, mais on préfère faire nous, être toujours, voir ce qu'on fait, notre marquage, on sait qu'il est bien, les clients reviennent pour ça. Alors tu me donnes, pas dire, une petite transition par rapport à ton métier, ton site internet qui marche bien. Ben, c'est internet, c'est le débit. Ça se passe comment sur ton entreprise? Tu as ce qu'il faut? C'est suffisant? La fibre Alors, bêtement, on n'a pas encore la fibre. Je vais leur poser la question. Je l'ai chez moi, à ma maison. Ouais. Mais à l'entreprise, on ne l'a pas parce qu'il y a des problèmes dans les tuyaux. Voilà. C'est un lotissement privé, donc du coup, pour faire passer. Et tu en as besoin? Franchement, sans vous mentir, je ne pense pas. D'accord. Parce que c'est bête à dire, mais. C'est bien d'être honnête. Chez nous, je parle à la merveille. Il y a tellement pas de monde en fait sur le réseau qu'un réseau normal, presque, qui nous suffirait en fait. Après, la fibre va toujours plus vite, c'est bien. Mais ouais, nous après, franchement, à Merveille, dans Merveille, on a un bon réseau. Mais c'est sûr que la fibre va beaucoup plus vite, il n'y a pas photo. Pour le téléchargement, mais pour faire du mailing, des choses comme ça, on avait déjà quand même un réseau correct. Je pense que la réponse sera différente. Peut-être, oui. Internet. Nous, on est content d'avoir la fibre. Parce qu'on a des gros logiciels qui demandent beaucoup de bandes, donc on est content d'avoir la fibre, oui. Ça t'a changé la vie? Ça a changé la vie, oui. Oui, on est content. Même au niveau commercial, le commercial... Alors le commercial, c'était pas celui qui demandait le plus de débit, mais au niveau de la comptabilité, de la gestion, même de tout ce qui est production et stock, c'est vrai que c'est très important. Vincent, Internet? Nous, c'est une véritable catastrophe. Les réseaux téléphoniques, d'une manière générale, Internet en particulier, c'est par vagues immondes successives où on se retrouve des fois privé plusieurs jours de télécommunications, où il faut faire un support 4G pour essayer de compenser ce qui ne marche pas avec le cuivre, et des fois vice-versa. Enfin bon, c'est un peu compliqué à ce niveau-là, et on attend avec impatience la fin du déploiement de la fibre en Lozère. Tu as des dates? C'est compliqué pour avoir des dates. On commence à voir un petit peu des travaux qui se présentent, donc on espère qu'on est sur le bon versant de la pente, mais voilà, il n'y a encore pas de date annoncée pour la liaison sur l'entreprise en tout cas. Alors pour vous trois, une question, parce que je vois que le temps passe et on va, je crois, s'arrêter bientôt. L'énergie, ça va être quelque chose qui va nous mobiliser, Chambre de commerce, dans ce dernier trimestre. On va aller vers la plupart des entreprises de Lozère pour les aider à développer de la sobriété. C'est le mot à la mode aujourd'hui, sobriété. Comment chacun d'entre vous, vous comptez vous organiser pour jouer le jeu de la sobriété, à la fois par intérêt financier, mais aussi parce que on nous demande de faire en sorte qu'on évite des coupures. Et si on s'y met tous, donc nous sommes chargés de rentrer dans ce jeu-là. Comment vous voyez, parce qu'on a un prix du kilowatt qui est aujourd'hui, du mégawatt qui est à 1 000 €, donc ça veut dire qu'on aura des factures qui vont monter tous de 1 à 3,5. Donc ça va faire mal, forcément. Vous ne vivez pas l'énergie de la même manière chacun, peut-être toi moins que vous deux, mais surtout toi Vincent, je ne sais pas comment tu vas gérer l'énergie cet hiver. Comme disait Coluche, dites-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez. L'énergie, on en a énormément besoin, évidemment. Et quelque part, tout ce qui est ressources exogènes, que ce soit l'eau, il y a vraiment des questions fondamentales à se poser. Et le projet que l'on a de développer un atelier nouveau, il inclut une partie sur l'énergie, il inclut une partie sur la gestion de l'eau qui permettra d'envisager évidemment d'être plus raisonnable qu'aujourd'hui, ne serait-ce que par la conception des machines qu'on peut faire rentrer dans ce nouvel atelier.
on pourra récupérer de l'eau, ce qui est absolument impossible sur des machines qui sont anciennes et pas conçues pour, quoi. Et tout simplement, très concrètement, dès cet automne, on investit sur des panneaux photovoltaïques pour pouvoir assurer notre talon de consommation en termes d'énergie. Donc on l'assurera évidemment que quand il fera une belle journée ensoleillée, ce ne sera pas la nuit, mais ça nous permettra de pouvoir agir de ce côté-là de façon très concrète. Thomas, on peut communiquer sur la sobriété énergétique en termes pour porter des valeurs, par exemple? Ah bah, c'est très important. Bah, y a les valeurs à transporter, mais il y a aussi le coût économique d'une entreprise. Enfin, c'est important. Donc nous, on est comme Vincent. Sur notre nouveau bâtiment, on va mettre des panneaux photovoltaïques pour l'électricité. D'après les rapports, on devrait avoir une autonomie de 70%, donc c'est déjà pas mal. Et après, on va aussi mettre des panneaux solaires thermiques, donc, parce que nous, on consomme beaucoup d'eau chaude. Et on va récupérer les calories des groupes froids. Donc c'est un gros travail qu'on travaille depuis maintenant 2 ans dessus. Et comme ça, on devrait beaucoup réduire notre facture et notre empreinte. Chers amis, merci. Nous, juste un petit mot aussi pour ça. On pense faire pareil parce que on vient de passer en sérigraphie là, un carrousel à 380 volts, un four à 180 degrés toute la journée. On s'est rendu compte que la facture n'était pas la même à la fin du mois depuis 1 an là. Donc étant plein sud, je pense qu'on va prendre l'exemple de mes 2 collègues. Oui. Donc on a plein d'idées à véhiculer dans l'entreprise pour faire des économies. Oui, Vincent, un petit mot encore pour conclure s'il y avait besoin. Oui. C'est que à l'image de mes collègues, là, les entreprises du sud de Lozère, elles se développent parce qu'elles ont quelque chose de particulier qui est quelque chose de l'ordre de l'excellence. Vraiment, Thomas est modeste quand il parle un petit peu de l'histoire de son entreprise, mais la rigueur technique qu'ils ont apportée pour résoudre des problèmes techniques et faire une bière qui soit vraiment d'un niveau vraiment de l'excellence. Et là, et tout à l'heure pour le vin au niveau du domaine de Cabridel et pour tout l'équipement de Cévennes Évasion, on est sur des fois du marché de niche, des fois des marchés un peu plus globaux, mais avec vraiment une qualité de produit et de service qui est exceptionnelle. Bah, écoutez, c'était un plaisir de vous écouter et merci encore pour porter les valeurs de la communauté de communes. Henri, le mot de la fin pour conclure sur l'endroit où nous sommes et le projet que tu portes, parce qu'on n'a pas dit où nous sommes exactement. Alors, il faut le dire maintenant. Alors avant ça, je vais quand même dire que bon, il a cité tous les autres, mais on peut dire aussi que l'excellence est là avec le Fédou. Oui. Hein. Donc, parce que comme il ne va pas le dire, je le dis pour lui. Et c'est vraiment de bon cœur, parce que je suis un fort consommateur de fromage. Alors, vous avez vu que nous étions dans un décor vintage, hein, et donc c'est sympathique, mais alors nous sommes... Pendant aux yeux de KWZ. Oui, c'est pas porteur au niveau de peut-être de la vidéo, mais alors on vous a mis là, enfin on vous a invité là, et ravi donc de cette prestation, et quand vous voulez on en refait une autre, il n'y a pas de problème. On va partout. Hein. Oui, mais je sais bien, mais ici c'est bien aussi. Hein, quand même. Je sais. Donc je disais qu'on est dans un décor vintage parce que nous sommes ici dans l'ancien hôtel du Rochefort, donc à l'entrée ouest de Florac, quand on arrive de Mende. Et donc c'est la communauté de communes qui a racheté cet hôtel, qui n'était pas ouvert depuis un certain temps, qui n'avait pas pu donc avoir de repreneur au niveau de l'hôtellerie et de la restauration. On a attendu longtemps parce qu'on voulait aussi, par rapport à Florac et la capacité d'accueil sur Florac, que ça reste toujours un hôtel. Puis au bout d'un moment, donc, nous sommes allés voir les propriétaires. Nous avons, comme on dit chez nous, fait la patch. Et donc nous avons acheté cet hôtel. Et quand nous inaugurerons donc, dans 1 an et demi, si tout se passe bien, puisqu'on vient d'envoyer l'appel d'offres la semaine dernière, mais bon. Donc bien avant, on se reverra bien avant, mais on refera une émission au même endroit avec d'autres décors, et vous verrez que bon, on aura amélioré un peu la situation. Il n'empêche que bon, cet hôtel du Rochefort, c'est quand même quelque chose qui est important, puisque la communauté de communes, comme tu l'as dit, enfin, comme je l'ai dit aussi, donc 907 km², on est sur trois entités, hein, Merveilles, Saint-Inimy et Florac, et on va regrouper tous nos services ici.
pour être plus efficient et pour pouvoir avoir aussi une qualité au niveau des collaborateurs qui sont à la communauté de communes. Parce que là, ils sont dans des bureaux qui, on est à 2, 3, 4. Moi-même, en tant que président, je n'ai pas de bureau. Je suis sur un bureau flottant. Donc, je vais où il y a de la place. Mais ça, c'est pas grave. Hein. Mais donc, après, je vais peut-être m'ennuyer si j'ai un bureau. Ton bureau, c'est les villages. Oui, mais c'est le terrain, c'est sûr. Il n'empêche que pour travailler, c'est quand même bien d'avoir un lieu accueillant et que les gens se sentent bien dedans. Voilà. Donc, il y a, à ce niveau-là, je crois qu'au niveau de la communauté de communes, les gens apprécieront le lieu. Et donc, pour dire qu'on est donc cet ancien hôtel qui va devenir la maison de la communauté de communes. Et je reviens encore une fois pour te remercier d'avoir fait cette émission aujourd'hui à Florac. Et tu es toujours le bienvenu. Merci, Président. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Le 48 Échos a débordé un petit peu parce que c'était tellement bien que j'ai même pas regardé le timing. Mais voilà, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dans un 48 Échos dans 3 semaines, 1 mois environ, sur une autre thématique, probablement sur celui de la formation. Vous savez qu'on a un outil qui s'appelle le Purple. J'ai vraiment plaisir à le développer. Nous avons franchi un cap énorme puisque nous étions avec 52 apprenants. On est passé à 70 cette année. Il va falloir pousser les murs. Donc nous aussi, on va se mettre en mode projet. Et j'ai envie d'en parler prochainement parce que Purple, ça ne vous parle pas. Ben, vous saurez bientôt pour ceux qui ne savent pas. Bonne soirée, merci, à bientôt. Ciao, ciao.